Trop chaud pour travailler, un documentaire de Mickaël Lefrançois qui nous propose donc un tour du monde des conditions de travail des employés qui sont exposés au dérèglement climatique, et on voit que les conséquences peuvent être terribles aux quatre coins de la planète. Et nous, en Europe, en France, sommes-nous mieux préparés que les autres? Les entreprises et les pouvoirs publics font-ils tout ce qu'il faut pour protéger les salariés concernés? On va se poser toutes ces questions avec nos invités. Franck Dersin, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur du Nord, apparenté au groupe Union Centriste. Vous êtes membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et juriste de formation. Robin Hell, bienvenue à vous également. Vous êtes chargé de campagne et de plaidoyer pour l'adaptation au changement climatique chez Oxfam France. Cyril Côme, bienvenue. Vous êtes directeur du bureau de l'OIT pour la France, l'Organisation internationale du travail, qui a publié un rapport sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, assurer la sécurité et la santé au travail à l'heure du changement climatique. Et Amandine Michelon, bienvenue à vous également, chargée d'études au Centre études et data du groupe Alpha. Vous avez notamment coécrit avec Emmanuel Gastineau une note intitulée « L'adaptation des conditions de travail au changement climatique ». Merci à tous les quatre d'être ici. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que le sort des travailleurs est un angle mort du débat sur les conséquences du dérèglement climatique. On parle des conséquences matérielles, on chiffre cela même à des milliards d'euros. On est sidéré par les événements extrêmes qui peuvent nous toucher, type canicule, pluie diluvienne ou tornade. On parle des causes, on cherche à adapter nos comportements pour freiner ce dérèglement. Mais le quotidien des travailleurs, on n'en parle jamais. Est-ce que c'est un angle mort? Est-ce que ce sont les grands oubliés du débat sur le dérèglement climatique, Cyril Côme? En tout cas, l'Organisation internationale du travail, on fait tout pour qu'il en sorte de cet angle mort, mais sur le constat, je vous rejoins assez bien. C'est vrai que ce ne sont pas les aspects liés au travail qu'on met le plus en avant, à la fois pour dresser le constat et pour aussi faire le plaidoyer en faveur de la transition climatique et écologique. Donc de ce point de vue-là, ce débat et ce film est très utile. Sont très utiles, effectivement. Ça passe complètement sous les radars des médias, vous le remarquez? Vous êtes d'accord avec cela? Pour moi, ce que j'observe quand même, c'est une attention médiatique pendant l'été. Quand, en fait, il fait très très chaud, il y a maintenant des articles de presse qui dénoncent cela et qui mettent en lumière des conditions de travail de personnes qui vraiment souffrent énormément de la chaleur, que ce soit des personnes qui travaillent dans le domaine agricole, que ce soit des éboueurs, que ce soit peut-être aussi des domaines qui travaillent pour des entreprises, des travaux publics. Parfois, il y a une attention médiatique, mais c'est malheureusement très sporadique et ça ne suffit pas pour derrière changer vraiment la loi, pour changer vraiment en fait, notre manière aussi de penser. Et est-ce qu'on en parle dans l'univers politique, Franck Dersin, ou est-ce que vous sentez que là aussi, c'est bizarrement un sujet dont on parle assez peu, alors que ça semble concernant? Il me semble que ça concerne des millions de travailleurs dans le monde et en France aussi. Alors d'un point de vue parlementaire ou législatif, oui, c'est pas le sujet le plus prégnant à l'Assemblée nationale ou au Sénat, bien qu'il y ait eu un décret en juin 2025 qui a fini par déterminer, je dirais, certaines conditions de travail en période de chaleur, le fait de pouvoir commencer plus tôt le matin, de ne pas travailler pendant les moments les plus chauds. Après, je pense que peut-être que le monde politique se repose plus sur les partenaires sociaux là-dessus, les syndicats, à qui on dit, dans les discussions avec le MEDEF, les entreprises, mettez-vous d'accord, et puis s'il faut qu'on prenne un décret ou un texte, on le fera. Mais oui, ça ne fait pas partie des débats les plus importants ces dernières années. Il y a une phrase terrible dans ce film, il est dit, on parle d'une pandémie mondiale qui touche les plus pauvres, une main-d'œuvre dite jetable. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on en parle assez peu? Est-ce que c'est aussi une main-d'œuvre, souvent de personnes qui ont migré, qui sont des travailleurs un peu invisibles? Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que c'est aussi pour cela qu'on en parle assez peu? Alors, je pense que la précarité qui est souvent associée à cette question-là, elle n'est pas spécifique à ce facteur de risque. Si vous regardez l'ensemble des facteurs de risque professionnels aujourd'hui, en particulier ceux qui sont associés au changement climatique, vous constatez quoi? Vous constatez que ceux qui sont les plus victimes, ceux qui sont les plus vulnérables sont aussi ceux qui ont les conditions de travail les plus difficiles. On le voit dans le film d'ailleurs avec ces coupeurs de canne à sucre qui sont en réalité ce qu'on appelle dans le langage un peu techno des travailleurs informels, c'est-à-dire des travailleurs qui n'ont pas nécessairement de statut professionnel en tant que tel. Et quand vous regardez à l'échelle mondiale, en sortant de l'Hexagone, vous faites ce constat-là, c'est-à-dire que les travailleurs, les femmes et les hommes au travail
qui sont les plus victimes des facteurs de risque associés au changement climatique, ce sont ceux qui ont le moins de revenus et ce sont ceux qui ont les conditions de travail les plus pénibles. Je vous vois faire oui de la tête, vous confirmez? C'est Complètement. précisément ça. Complètement, et pour élargir aussi, si je peux, nous vivons tous et toutes en fait la crise climatique aujourd'hui. Elle est déjà là, elle l'a été depuis des années. Mais en fait, c'est pas uniquement une crise climatique, mais c'est aussi une crise des inégalités. Et c'est ça, en fait, malheureusement aussi, ce qu'on voit derrière, parce que ce sont, je vous rejoins complètement, en fait, des personnes qui, a priori, ont les salaires les plus faibles et aussi les statuts de travail les plus précaires. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de revenus, mais il s'agit aussi, en fait, du contrat de travail. Est-ce que c'est un CDI ou est-ce que c'est, en fait, un contrat en intérim qui ne permet pas forcément à la personne qui souffre de la chaleur de se plaindre et éventuellement aussi de dire, OK, ben, en fait, là, il fait trop chaud, donc je vais prendre 5 minutes de pause en plus. Parce que en fait, la personne a vraiment peur de perdre ce travail. Une main-d'œuvre migrante aussi peut considérer et peut-être exploiter, on peut dire cela? Oui, Ouais. malheureusement, beaucoup. Nous, chez Oxfam, on a publié aussi un rapport, malheureusement uniquement en anglais et en espagnol, sur justement les conditions de travail dans le domaine de l'agriculture, où en fait, on a documenté beaucoup de cas où justement la main-d'œuvre étrangère en Espagne, mais aussi ailleurs en Europe, est très impactée par le changement climatique et surtout par la chaleur, et en même temps n'a pas forcément accès aussi à des soins, n'a pas forcément accès tout simplement à de l'eau potable fraîche. Et ça, c'est une grande catastrophe, et malheureusement, la lumière n'est pas toujours braquée sur ces personnes. Je reviens sur l'expression pandémie mondiale. Le dérèglement climatique tue. Vraiment, est-ce que c'est chiffré? Alors, il y a ce documentaire qui est une des preuves qu'on peut évidemment prendre en compte, mais est-ce que c'est vraiment chiffré? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce que c'est difficile de le chiffrer justement parce qu'on parle de travailleurs qui sont assez peu regardés, assez peu considérés? Il y a ce sujet, effectivement, où, comme on le disait tout à l'heure, la population touchée est particulièrement Vulnérable. et échappe aussi finalement aux statistiques publiques. Néanmoins, on a un recensement de Santé publique France qui nous explique qu'on a 48 décès liés à la chaleur uniquement dans le cadre du travail entre 2018 et 2023. Donc c'est quand même un chiffre assez... En France. En France. Un chiffre assez important et assez marquant, je pense. Je reviens aussi sur le fait que finalement, le changement climatique impacte tous les travailleurs et les travailleuses, et pas uniquement certains secteurs d'activité. On en parle bien sûr, ceux qui sont le plus directement impactés vont être le secteur du bâtiment, le secteur de l'agriculture, les transports, on le voit dans le documentaire. Une partie de l'industrie, tous les travailleurs extérieurs. En France, on a 3,6 millions de travailleurs extérieurs. Néanmoins, quand on parle de changement climatique, on fait référence à deux choses. La première, c'est évidemment les changements climatiques graduels, donc l'augmentation des températures, les phénomènes de dérégulation climatique, etc. Et la deuxième, c'est les événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier et qui se multiplient déjà ces dernières années. Donc tout ce qui est inondations, incendies, feux de forêt, sécheresse, tempêtes, cyclones. Et de ce point de vue, on se rend compte que, évidemment, si on prend en compte la multiplication des événements climatiques extrêmes, le changement climatique va impacter tous les secteurs d'activité et notamment, par exemple, la capacité de se rendre sur son lieu de travail. Et c'est déjà le cas pour les personnes qui font face à des feux de forêt ou à des inondations. Il y a cette prise de conscience de votre côté, j'allais dire, vous représentez le monde politique ici sur ce plateau, mais est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on réalise à quel point le changement climatique est... Parce que là, dans ce documentaire, on parle de pays qui sont en Amérique du Sud, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'Europe et de la France en particulier. Oui, si on reprend le problème migratoire, on sait très bien que ces 40 dernières années, la migration se faisait sur des problèmes purement, je dirais, de travail économique. On sait que demain, la plupart des migrations qui vont arriver vont avoir
une origine climatique. Donc ce sont des gens qui ne pourront plus habiter, vivre. Au Bangladesh, on a pratiquement 40% de la population qui vit au bord de l'eau et sur des terrains qui vont disparaître. Donc, de fait, on est concerné parce que ce sont des populations qui vont migrer vers l'Europe. Naturellement. Oui, moi-même, je dirais, je vis à Dunkerque. J'étais maire d'une petite ville juste, je dirais, derrière les plages de la mer du Nord, près de la frontière belge, à moins 1 mètre en dessous du niveau de la mer. Donc, parmi les premiers qui seront demain inondés. Donc, oui, tout cela a des conséquences importantes. Dans la commission à laquelle j'appartiens, on avait reçu une spécialiste française mondiale des insectes et des moustiques. Eh bien, on sait très bien, on le voit aujourd'hui, le chikungunya, le moustique tigre, sont des animaux qui remontent de plus en plus, qui arrivent chez nous, qu'on ne voyait pas auparavant. Et vous savez que le plus grand tueur au monde, c'est le moustique. Ce sont des millions de gens qui meurent à cause de cela. Eh bien, avant, on s'en fichait, parce que ça ne touchait que les autres dans les pays du Sud. Eh bien, non, maintenant, ces maladies subtropicales, tropicales, vont commencer à arriver chez nous. Donc, oui, il faut que l'on en prenne conscience. Et oui, le monde politique, petit à petit, en prend lui-même conscience. Si on revient au monde du travail, j'ai lu que la part des travailleurs français exposés au dérèglement climatique oscillaient entre 14% et 36%. Alors d'abord, je trouve que c'est beaucoup, mais ce qui me frappe, c'est surtout que la fourchette est large. C'est comme si finalement, on savait assez peu qui était confronté au réchauffement climatique parmi les travailleurs. Pourquoi cette fourchette si large? Vous avez une explication ? En fait, ce sont des estimations. Moi, je voudrais revenir 1 minute sur la mesure du phénomène au niveau mondial, puisque c'est plutôt le credo de l'OIT. C'est quelque chose d'extrêmement important, non seulement pour prendre conscience du phénomène et de son ampleur, mais aussi pour définir les politiques et les mesures de prévention qui vont avec. Parce que, pour ne pas désespérer tous ceux qui nous regardent, ce sont des facteurs de risque, mais comme tout facteur de risque, on peut les prévenir. Donc, il faut être aussi un peu positif. Alors, à l'OIT, on a essayé d'évaluer l'ampleur, effectivement, des décès. On arrive à une estimation de 20 000 décès au niveau mondial chaque année, ce qui est quand même considérable pour un facteur de risque qui n'est pas complètement nouveau, parce que travailler sous des fortes chaleurs, ça a toujours existé. Enfin, qui prend beaucoup d'ampleur, compte tenu du dérèglement climatique. Et on a essayé aussi de mesurer sa progression. Et c'est ça, je pense, qui est le plus intéressant, y compris par rapport aux pays européens et à la France. C'est la tendance. C'est que sur les 20 dernières années, on estime que le taux de progression des cas d'exposition à des fortes chaleurs, il a progressé de 10 à 15%. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, et c'est surtout presque le double en Europe. Ce qui rejoint d'ailleurs les estimations, les projections sur le changement climatique, qui montrent que l'Europe est un continent finalement parmi les plus touchés. Mais encore une fois, pour être positif, c'est aussi un continent qui a un certain nombre de moyens à sa disposition et qui peut donc prévenir le phénomène. Être un peu dans l'anticipation. Parce que monsieur le sénateur faisait référence au décret qui est sorti là, au mois de juillet. On voit bien qu'il y a des mesures de prévention qui sont possibles. Et on le voit dans le film aussi. Et on en parle ici. C'est la preuve qu'il y a une prise de conscience, Robin Hell, Complètement, je vous rejoins tous les deux. Et pour moi, la problématique, elle est moins dans la température elle-même, elle est plus dans la progression de la température. Parce que dans l'Hexagone, en fait, on se dit, OK, chez nous, peut-être l'été, il fait 35 degrés, il fait 40 degrés, mais il y a d'autres pays où il fait 50. Cet été, en Turquie, pour la première fois, la barre des 50 degrés a été franchie. Mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait, pendant des décennies, nous, on a construit notre cadre juridique. On a en fait des habitudes qui n'ont pas du tout connu des températures de 40 degrés, voire qui, demain, ne connaîtront pas encore des températures de 50 degrés. En fait, aujourd'hui, il est urgent d'adapter à la fois nos habitudes et aussi notre cadre juridique, en fait, à cette nouvelle réalité qui est dramatique, mais là, je vous rejoins aussi, mais qui, en fait, peut être un peu améliorée, on va dire. On ne peut pas tout éviter, mais on peut au moins éviter les pires impacts. Alors justement, face à cela, que font les entreprises pour protéger leurs salariés? Peuvent-elles même faire quelque chose? À force de faire pression, l'ONG que suit le réalisateur au Salvador, par exemple, a réussi à imposer des règles pour protéger les coupeurs de canne, dont vous parliez tout à l'heure. Des règles relativement simples, d'une simplicité même assez confondante. Regardez. Des pauses, de l'ombre, de l'eau.
Mais l'aspect le plus essentiel, c'est que ces pauses sont obligatoires. Parce que vous pouvez être bien hydraté et être tout de même en hyperthermie. C'est-à-dire que votre corps est trop chaud et cela endommage les reins. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore et qu'ils ont confondu pendant des années. Ces pauses obligatoires permettent de faire descendre la température du corps pour qu'elle reste raisonnable tout le long de la journée. Des pauses, de l'ombre et de l'eau. Ça paraît extrêmement simple. Est-ce qu'au fond, c'est si simple que ça? Est-ce qu'on peut dire cela, Amandine Michelon? C'est une des réponses à apporter à la question, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de cette fourchette très large sur finalement pourquoi est-ce qu'on est si peu capable d'estimer la population touchée par ce changement climatique dans ces conditions de travail. Je pense qu'il y a aussi une première partie de la réponse qui consiste à dire que finalement le travail de cartographie, d'identification et d'évaluation des risques, il reste à faire. Il reste à faire par les dirigeants politiques, il reste à faire par les branches, il reste à faire par les entreprises elles-mêmes, pour partie en tout cas. Une fois que l'on a fait ce travail d'identification des risques, on peut passer à la partie prévention. Mais pour prévenir un risque, logiquement, il faut être capable de nommer ce risque et de l'évaluer. En termes de prévention, les entreprises ont plusieurs leviers qui leur permettent de prévenir plus ou moins efficacement ces risques. Elles peuvent agir à la fois sur les bâtiments et les infrastructures. Là, en l'occurrence, on a l'exemple parfait avec l'aménagement de zones d'ombre, mais ça peut être plein d'autres éléments sur lesquels jouer. Ça peut être adapter les infrastructures pour résister aux intempéries, etc., etc. Le deuxième point sur lequel elles peuvent jouer, c'est l'organisation du travail, avec l'adaptation des rythmes de travail, mettre en place des pauses, changer les horaires de travail. Est-ce que c'est si simple à faire? Parce que ça paraît extrêmement simple, et pourtant on voit qu'il y a encore des millions de salariés qui sont exposés au risque et qui en meurent. Donc, où est le problème, si c'est si simple? Le problème, c'est que ce n'est pas si simple, effectivement, et que ça implique un travail de coordination à différentes échelles qui n'est pas évident à mettre en place, et surtout, ça implique l'implication de nombreux acteurs et parties prenantes à toutes les échelles, là encore, donc niveau mondial, européen, national, sectoriel et au niveau des entreprises, qui n'est pas évident. Et surtout, le premier enjeu, ça reste encore celui de la connaissance. Franck Dersin, c'est une question de volonté politique, c'est une question d'argent, c'est une question... Tout est question de volonté, qu'elle soit politique ou associative ou des citoyens. Tout est important là-dedans. Et est-ce que les entreprises doivent faire ça toutes seules? Est-ce qu'elles doivent être aidées par les autorités publiques? Alors, je crois justement, ça n'est pas qu'une question de volonté d'une entreprise, ou ça n'est pas qu'une question technique. Je pense que vous soulevez la question de l'organisation, en fait, de la prévention et des politiques de prévention. Et pour que ça marche, il faut non seulement avoir les mesures à disposition, mettre les gens à l'abri de la chaleur, à l'ombre, donner de l'eau, etc. Mais ça implique aussi d'avoir un environnement institutionnel autour de l'entreprise adapté. Qu'est-ce que ça veut dire, environnement ? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le dialogue social, par exemple. Ça veut dire que les gens qui travaillent, ils doivent avoir un certain nombre de droits, à s'exprimer sur leurs conditions de travail et à tirer des signaux d'alerte lorsque la température dépasse tel seuil. Ça implique d'avoir des instances où on peut délibérer des politiques de prévention dans l'entreprise ou dans les branches. C'est des instances qui, peu ou prou, existent dans des pays comme la France, mais qui font cruellement défaut dans un grand nombre de pays du monde. Et on notamment a vu ceux du l'illustration dans le documentaire. Si on avait écouté ces coupeurs de canne qui souffrent aujourd'hui de dialyse, d'insuffisance rénale, alors qu'ils n'auraient jamais dû souffrir de tels maux à leur âge, sans doute que la prévention aurait été possible. Mais ce que je voudrais souligner, c'est ça, c'est qu'il y a des prérequis, il y a des conditions qui sont prérequises pour que ces mesures de prévention puissent être mises en œuvre. Et ça fait référence à l'environnement institutionnel et à l'existence reconnue d'un certain nombre de droits du travail. Le droit du travail, il est né de ça. Le droit du travail, il est né de la responsabilité de celui qui fait travailler quelqu'un, de lui fournir un environnement de travail sûr et sain. Et aujourd'hui, au niveau international, c'est un droit fondamental. Et en France, nous, on les a, ces outils. Ça veut dire que nous, on peut être rassurés pour nos ouvriers, nos employés, tous ceux qui sont exposés, ou pas? Alors, deux choses. Je pense, en fait, il y a du coup eu ce décret aussi à la fin du printemps qui a été pris et qui a amélioré un certain nombre de choses. C'est
vrai. Et nous aussi, chez Oxfam, on l'a vraiment salué. Je pense que c'était un pas dans la bonne direction. Mais par contre, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Où est-ce qu'il faut aller ? Jusqu'où il faut aller ? En exemple très concret, si vous permettez, en fait, s'il y a un contrôle de l'inspection du travail aujourd'hui dans une entreprise en France, et que les inspecteurs du travail constatent qu'effectivement, il y a des personnes qui souffrent énormément de la chaleur, que l'employeur ne respecte pas ses obligations qui aujourd'hui sont déjà inscrites dans notre code de travail. En fait, les inspecteurs du travail ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas dire, OK, aujourd'hui, vous devez arrêter de travailler parce que c'est trop dangereux pour votre santé. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'intervenir et de dire stop, tout le monde rentre à la maison parce que vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions ? Aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'on interroge nos téléspectateurs avant chaque émission et on a des réactions de téléspectateurs. Et c'est une des questions d'une téléspectatrice, Clémence de Lille, qui nous dit « Pour protéger les travailleurs efficacement, ne serait-il pas nécessaire de donner davantage de pouvoir à l'inspection du travail ?» Vous voulez dire que l'inspection du travail n'a pas le pouvoir de dire stop si elle voit que les conditions de travail ne sont pas réunies ? Aujourd'hui, la chaleur n'est pas une des raisons pour lesquelles en fait, on peut demander une interruption immédiate du travail. Il faut lancer une procédure qui dure plusieurs jours. Et en fait, à l'issue de cette procédure, éventuellement, le risque, il est déjà derrière nous, en fait, parce que la vague de chaleur, elle est derrière nous, etc. Juste un autre exemple, pour moi, je pense que c'est important de regarder aussi au-delà des Pyrénées. Parce que pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en Espagne aujourd'hui ? En fait, vers midi, 13h, les travailleurs-travailleuses rentrent chez eux, font la sieste. Et ils vont revenir au travail une fois qu'en fait, il fait moins chaud. Et peut-être que ça aussi, c'est une mesure dont nous, on peut s'inspirer en France. Mais nous, on n'a pas ça. On ne peut pas le faire, ça, aujourd'hui ? Si ? Rien ne l'interdit. Rien ne l'interdirait. En Espagne, en l'occurrence, ce sont des conventions. Excusez-moi, ce sont des conventions collectives qui aménagent ces conditions de travail. C'est le dialogue social, précisément. C'est ce que j'ai. Donc. Mais ça veut dire laisser les entreprises et presque par silo se débrouiller entre elles. Non, mais attendez, je pense c'est toute la question. On le dit trop souvent en France. Enfin, je veux dire, on fait trop de lois dans ce pays. Mais bien évidemment, et souvent. Et c'est vous, le sénateur, qui mais bien évidemment, et des décrets qui sont parfois jamais publiés. Bon, donc. Moi, je suis d'accord avec monsieur. Il faut laisser au dialogue social se faire. Et puis, si ce n'est pas suivi, effectivement, donnons quelques moyens supplémentaires prévus aux inspecteurs du travail. Mais je pense que cette problématique-là, elle est plus importante et plus fondamentale à l'extérieur de l'Europe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser là. Mais par exemple, pour une responsabilité qui pourrait être indirectement de la nôtre. Nous avons des entreprises, des grandes entreprises françaises ou européennes qui vont travailler à l'extérieur. Oui. Je me souviens de la construction, par exemple, pour la Coupe du Monde de football, de stades dans certains pays, faits par des entreprises françaises qui n'appliquaient pas les règles qu'elles appliquaient elles-mêmes en France. Et c'est là où il faut... Il faut harmoniser, en fait. Elles ne sont pas obligées de le faire quand elles signent le contrat. Mais il y a une obligation morale qu'il faut faire reconnaître aux grandes entreprises occidentales qui vont, parce qu'ils ont un savoir-faire, construire dans des pays où les conditions climatiques sont très dures et où ils se doivent justement d'essayer d'imposer, je dirais, ce social, ce respect de l'humain qui ne l'est pas forcément dans d'autres pays. Donc, on a aussi une responsabilité politique, sociétale. Les associations que vous représentez ou l'organisation internationale ont aussi ce devoir d'aller alerter, d'informer pour que les choses se fassent bien partout. C'est un problème mondial. Et c'est souvent en Europe où les gens souffrent le plus, en dehors de l'Europe. En dehors de l'Europe. Où les gens souffrent ce que je lisais en préparant cette émission, qu'on avait des plans aussi. On a un plan santé au travail, un plan national d'adaptation au changement climatique, un plan national santé-environnement. On a des choses qui existent, on a tous les outils, Amandine Michelon. Tout à fait. D'ailleurs, vous citez le plan national d'adaptation au changement climatique qui recommande notamment, qui a pour projet la mise en place de moyens renforcés pour l'inspection du travail. Oui, on parle de projet, on parle de recommandations, mais très concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire quand il fait 40 degrés, qu'on a des salariés qui sont exposés ? Très concrètement, effectivement, monsieur le sénateur mentionnait les questions de dialogue social. Le dialogue social reste un des leviers d'action par lequel améliorer les conditions de travail et prévenir les risques professionnels.
il est logique, dans une certaine mesure, que l'on se rapproche, que l'on descende d'échelle et que l'on se rapproche, que l'on soit le plus proche possible des entreprises et du travail, puisque personne n'est mieux placé pour parler des conditions de travail que les travailleurs et les travailleuses. Néanmoins, encore faut-il que ce dialogue social en ait les moyens. Et là-dessus, on le voit, nous, en tant que cabinet de conseil en relations sociales, les représentants du personnel, les directions d'entreprise sont demandeuses d'outils, de formation, etc. sur ces sujets, puisque je le disais tout à l'heure, le premier enjeu reste celui de la connaissance. On voit malgré tout une cinquantaine d'accords d'entreprise qui sont signés sur ces sujets, principalement autour de la chaleur, et qui, pour le coup, essayent de mettre en place des mesures et des dispositifs pour prévenir et d'inculquer des températures maximales de travail, contrairement à ce que fait le Code du travail aujourd'hui. Ah oui. Dans ce film, il y a une question choc qui est posée et j'imagine qu'elle a des réponses assez nuancées. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Il y a cette question, pourrons-nous continuer de travailler dans un monde de plus en plus chaud? Et pourrons-nous continuer de produire? Vous allez me donner votre avis, mais c'est vrai que les économistes commencent sérieusement à calculer le coût de la chaleur sur le travail, sur la productivité et donc sur la croissance. Et là, ça va intéresser quand même les économistes. Écoutez. Efficiency. Si vous avez la productivité d'un côté et la température de l'autre, ce que les études montrent, c'est que le corps humain a un seuil. À partir de 18 degrés de température humide, ce qui correspond à 29 ou 30 degrés Celsius dans un environnement sec, on observe que la productivité des travailleurs baisse considérablement, puis s'effondre. Là, ça va commencer à sérieusement intéresser les gens, si on parle de baisse de productivité, non? Oui. Alors, dans le rapport que vous avez cité au début de l'émission, effectivement, on a essayé à l'OIT de mesurer l'impact économique. Eh oui. Et on tombe autour d'un volume de 2% d'heures de travail à peu près qui serait affecté par l'impact du À quelle échéance? Sur les 20 dernières années, toujours. C'est l'échelle de temps qu'on a pris. Et un volume d'emplois sur la même échelle de temps qui correspondrait à peu près à 80 millions d'emplois au niveau mondial. Au niveau mondial. Donc, c'est pas du tout négligeable. Juste un petit détail, parce que je pense qu'il ne faut pas que les gens qui nous écoutent se focalisent sur une mesure absolue de la température. La température ne dit pas tout. Les recommandations techniques que l'on fait, c'est de prendre en compte non seulement la température, mais aussi l'humidité, parce que quand vous travaillez dans une chaleur humide, votre corps a beaucoup plus de mal à extérioriser la chaleur. Le sens du vent et puis aussi le rayonnement terrestre. Si vous travaillez sur une dalle de béton, ce n'est pas tout à fait pareil que si vous travaillez sur une surface herbagère. Après, pour revenir sur l'impact économique, là on parle de la chaleur, mais vous savez, enfin, on pourrait prendre tous les facteurs de risque, aussi bien sur le travail que des facteurs de risque économiques que fait peser le changement climatique, et on aboutirait au même constat qu'on risque d'aller vers des rendements décroissants dans un grand nombre de domaines si on ne change pas le mode de croissance. On estime, enfin c'est les chiffres qui circulent, à une perte de 2000 milliards de dollars par an dans l'économie mondiale à cause des effets du dérèglement climatique. Donc, effectivement, ça coûte toujours trop cher de faire de la prévention parce qu'on ne sait pas ce que ça rapporte derrière. Mais en vérité, si on fait de la prévention, c'est ces 2000 milliards de dollars-là qu'on va éviter de perdre. Mais effectivement, quand on a le président d'un des plus grands pays du monde, pour ne pas citer son nom, M. Trump, qui systématiquement nie toutes ces questions-là, c'est une forme de criminalité. D'ordre économique aussi. Oui, effectivement, il y a des criminels de guerre, on le sait pourquoi. Il y a aussi des gens qui sont des criminels à cause de cette négation sur le climat. Vous parlez de l'agriculture, mais je pourrais parler par exemple de la pêche. La pêche est un sujet qui est fortement aujourd'hui impacté, y compris sur nos côtes. Moi, je préside le port de Calais et de Boulogne, premier port de pêche de France. Eh bien, il y a des tas de poissons aujourd'hui
qu'on pêchait en mer du Nord qu'on ne peut plus pêcher. Et par contre, des tas de poissons qui étaient pêchés au large du Portugal et de l'Espagne et qui sont pêchés maintenant au large de Boulogne-sur-Mer et que les Espagnols non plus. Donc ça change complètement aussi, là aussi, le travail. C'est plus le même travail pour les pêcheurs. Et quand les pêcheurs perdent, je dirais, leurs ressources, ils perdent totalement leur travail. Donc c'est aussi un élément très important à gérer. Amandine Michelon, ça veut dire que nos économies sont fragiles quand même face à ce dérèglement climatique. On voit que... Effectivement, et pendant longtemps, en fait, la question de la transition écologique a été abordée sous l'angle de l'emploi et des compétences. Construire des emplois verts, développer les secteurs verts de notre économie, ce qui est un des leviers, encore une fois, et un levier très important, comme le disait monsieur le sénateur. L'activité économique va se transformer un petit peu inéluctablement, finalement. Mais si les questions de santé n'ont pas l'air de faire trop bouger les lignes, peut-être que les questions de points de croissance vont les faire bouger, non ? Ça peut être un argument, effectivement, de constater que les questions de conditions de travail ont un impact sur les questions de productivité. C'est évident et on ne peut plus s'en passer. Néanmoins, il y a aussi un autre enjeu qui est de rendre attractifs ces emplois verts, ce secteur vert de l'économie, pour lequel les traditions historiques et les progrès historiques qui ont été acquis dans des secteurs plus anciens de l'économie ne sont pas encore présents dans ces secteurs nouveaux, dans ces nouveaux métiers. Robin L, ça veut dire qu'il faut être pessimiste, optimiste ? Comment on peut essayer de conclure ce débat sur une note, je ne sais pas, peut-être un peu positive ? C'est-à-dire qu'on se prépare, on est prêt, en tout cas on en parle, ça commence à devenir un sujet ? Clairement, aujourd'hui, on n'est pas prêt, en fait. Je suis désolée pour plomber l'ambiance, mais aujourd'hui, clairement, on n'est pas prêt. Et pour moi, il y a urgence de donner un cadre vraiment législatif à la fois au niveau français, au niveau international et aussi au niveau européen. Peut-être juste pour donner un dernier fait, je suis allé voir la directive au niveau européen qui régit les conditions de travail dans l'Union européenne, qui date de 1989 et qui dit qu'il faut respecter des températures adéquates pour des personnes humaines. Quelles sont les températures adéquates ? Est-ce que c'est 30 degrés ? Est-ce que c'est 35 ? Est-ce que c'est 40 ? Comment on définit ça, bien sûr, des règles communes ? C'est malheureusement beaucoup trop flou. Donc, il faut absolument renforcer ces règles-là parce que sinon, il y aura sûrement, et il y a déjà aujourd'hui, des entreprises très vertueuses, mais il y aura toujours des moutons noirs qui, en fait, essaient d'échapper aux règles pour avoir un profit pendant une année, pas l'année suivante. Et pour éviter ça, il faut absolument des règles strictes, en fait, à la fois au niveau français, au niveau européen et bien sûr aussi au niveau international. On n'est pas prêts ? Vous partagez tous un petit mot moi, une note d'optimisme quand même, si vous voulez. Madame a légèrement abordé la question. Il y a des tas de nouveaux emplois qui vont se créer grâce à cela. Des tas de nouveaux emplois. Et moi, qu'est-ce que je remarque ? J'ai des enfants entre 24 et 30 ans et qui ont plein de copains et de copines qui sont ingénieurs. Quand vous voyez le nombre de jeunes aujourd'hui, ingénieurs qui se disent « Non, je ne veux plus aller bosser comme mes parents dans tel ou tel type d'activité de société. Je veux bosser pour l'environnement, pour le climat. » Il y a des tas de jeunes qui aujourd'hui se disent « Je m'en fiche de gagner 5 000 € par mois, je suis prêt à gagner 3 000 € par mois, mais de bosser dans un domaine de l'environnement qui fasse profiter mon pays, qui fasse profiter la planète, qui fasse profiter mes enfants de demain. » Et ça, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, moi je le sens, et ça c'est positif. Cyril Combe ? Moi, ce que je voudrais souligner, et c'est un peu le credo de l'OIT, c'est qu'il n'y aura pas de transition qui marche s'il n'y a pas de justice sociale qui va avec. Nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est d'articuler l'agenda climatique et écologique avec l'agenda social. Si on ne répond pas en même temps à la promesse de développement, de lutte contre la misère, de lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale, on n'arrivera pas à embarquer les gens et l'opinion vers la transition. Et cette transition, elle est quand même pleine de promesses, parce qu'en vérité, le vrai scénario de la décroissance, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui du statu quo, en fait. C'est celui où on reste sur un mode de production énergétique très carboné, sur une logique extractiviste très poussée et sur la dégradation de la biodiversité. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire du travail. On parlait de l'invisibilité du travail en commençant. C'est faire du travail un facteur positif de la transition, développer les emplois et les compétences qu'il faut, mais aussi développer des secteurs où l'intensité en emploi est quand même très supérieure à ceux aux secteurs dans lesquels ils viennent se substituer.
Aujourd'hui, rénover les bâtiments, c'est un des grands gisements de création d'emplois pour l'avenir, de même que les transports en commun par rapport aux transports individuels. Donc, dans des tas de domaines, en fait, on peut créer des emplois et des emplois de meilleure qualité que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Amandine Michelon, pour conclure. Pour conclure aussi sur un point positif, donc, je pense qu'il faut retenir aussi que les entreprises et les partenaires sociaux sont assez demandeurs de ces éléments-là, qu'elles ont une partie des outils en main et que certaines entreprises s'en saisissent déjà finalement. Bon, on va rester sur cette note positive. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émissions et documentaires à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite. Merci beaucoup.